Bonjour. Alors, dans la session précédente, nous avons montré comment lire de façon efficace les données qui sont récupérées ou qui sont perçues de Kafka. Donc, vous savez déjà le faire et en plus, nous avons montré comment utiliser le data frame et le SQL de façon effective pour consommer ces données-là. Donc, à ce stade, c'est quelque chose qui n'a plus de secret pour vous. Normalement, je devrais aller au tutoriel que je vous ai promis là, le tuto complet de calcul d'un indicateur streaming. Mais je ne peux pas le faire maintenant parce qu'il faut que vous compreniez une contrainte. Il faut que vous compreniez la notion de sémantique d'un message. Alors, si vous suivez la formation Big Data Streaming, parce que cette session de cours est une session qui est mutualisée entre deux formations. Ok? Si vous suivez la formation Big Data Streaming, alors la notion de sémantique, c'est quelque chose que vous connaissez déjà et que vous comprenez l'importance. Vous comprenez pourquoi la notion de sémantique existe. Mais si vous suivez la formation Maîtriser Spark avec Scala pour le Big Data, alors la notion de sémantique, c'est pas quelque chose qu'on aborde parce que la sémantique, c'est un concept propre au streaming. Donc, je vais faire un petit récapitulatif pour vous qui avez la formation Maîtriser Spark avec Scala pour le Big Data et sans vous être inscrit dans la formation Big Data Streaming. En fait, lorsqu'on est dans un système streaming, vous devez comprendre que les données ne sont pas exploitées par le système qui le délivre. Par exemple, dans un système batch classique, vous envoyez les données, vous envoyez la requête. Et la requête est traitée par le même système que le système qui gère la donnée. Ce qui fait qu'en cas de panne, vous pouvez par exemple relancer la requête. Oui. Mais lorsqu'on est en streaming, ce n'est pas le cas. En streaming, à cause des contraintes de la non-récupérabilité ou à cause de la contrainte de la non-rejouabilité des données, il faut s'assurer que les données sont traitées exactement une fois. Ça, c'est l'idéal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque les données... Alors, je vais aller dans le PowerPoint de la formation Big Data Streaming pour vous faire comprendre cela. Donc, on a introduit le log au système parce que le log dans lequel on consomme les données, les topics là, les topics en réalité sont enregistrés dans des logs. Le log, c'est une structure de données persistante. En fait, si le log intervient dans le streaming, dans les applications streaming, vous avez vu les queues qu'on a utilisées en permanence là. Même déjà, si je viens ici et je regarde Twitter Kafka Streaming, si on voit par exemple dans Twitter Forge, dans Twitter Forge, nous n'avons pas utilisé ça. Nous avons défini la queue, mais nous ne l'avons pas utilisé. Mais si on regarde le client Hostbird qu'on a développé, vous avez vu qu'on a utilisé une queue. Okay? La queue-ci. La queue, là, en réalité, c'est ce qu'on appelle un log. C'est ça qu'on appelle un log. Okay? Ou une file de données distribuée. Du moins, une file de données. La queue est nécessaire parce que lorsque les données arrivent en streaming, la taille de la mémoire peut ne pas être suffisante pour récupérer toutes les données. Ce qui fait donc que les données sont perdues ici. Donc, pour éviter ce problème de perte d'événements, on introduit dans le système une queue, okay, ou un log. La queue, c'est une structure de données persistante. Ça veut dire qu'elle va enregistrer les données à l'intérieur, dans une file, dans l'ordre dans lequel ils sont arrivés, de la gauche vers la droite. Dans la queue, chaque donnée qui est enregistrée a ce qu'on appelle un offset. L'offset représente la position d'une donnée dans la queue. C'est ça. Maintenant, étant donné que la queue est utilisée par plusieurs applications, par plusieurs utilisateurs, eh chaque utilisateur, ce qu'on appelle le Consumer Group ID, dans notre cas de figure en streaming, en Big Data Streaming, donc chaque Consumer Group ID ou chaque utilisateur a sa propre offset, ou du moins a son propre élément, son propre curseur qui indique jusqu'où est-ce qu'elle a consommé les données. Par exemple, Julien, lui, sera ici. Vous voyez, Julien est ici, ça veut dire quoi? Julien est ici, ça veut dire que lui, il a consommé les données de la queue d'ici à ici. Julie, par exemple, elle serait là. L'application de Julie serait là. Donc, elle, ça veut dire qu'elle a consommé les données de la file ici à ici. Arnold, lui, sera d'ici
Ah, ici, vous voyez, les offsets là, en plus de définir les positions relatives des données, définissent également les positions de chaque application. Donc, chaque application, pour ne pas avoir à relire toute la queue et donc redonder la lecture des données, est obligé de persister l'offset. Cet offset, cette position, c'est là quelque part. OK? C'est très important parce que si elle n'a pas cet offset, si Julien, par exemple, si l'application de Julien ne peut pas se retrouver, ne peut pas savoir où est-ce qu'elle était avant la lecture des données, à chaque fois que, par exemple, son application Spark Streaming va être connectée à Kafka, au log de Kafka ou à la queue de Kafka, bien Kafka va toujours lui envoyer toutes les données, la queue, toutes les données de la queue. Kafka a besoin de cet offset pour savoir où est-ce qu'il a déjà envoyé, pour connaître à partir d'où est-ce qu'il doit envoyer les données de la queue. OK? Voilà en fait la problématique qui intervient. Lorsque vous êtes en train de lire les données, ici par exemple en faisant for each RDD, Kafka Stream, lorsque vous lisez les données Kafka Stream, vous lisez pour une période. La période de streaming, là par exemple on a défini 15 secondes. La période de streaming pour le batch duration, donc pour le micro-batch, vous recevez les données qui sont dans Kafka. Du moins, vous récupérez toutes les données que vous pouvez récupérer pendant ces 15 secondes-là. Si on n'a pas un log, si par exemple on est connecté directement à la source streaming, ben là, dans ce cas, le micro-batch serait la collecte de toutes les données qui sont arrivées pendant cette période. Mais lorsqu'on se branche ou lorsqu'on souscrit à une queue, comme la queue de Kafka, eh ben, le micro-batch représente la quantité de données qu'on a pu lire dans Kafka. Pas nécessairement la quantité de données qu'il y a dans Kafka. Vous ne lisez pas tout le log, mais ça représente la quantité de données qu'on a pu lire dans la queue Kafka. Donc, ça représente en fait l'ensemble des données qu'on a pu lire ici. Par exemple, des 15 secondes, on aurait pu lire d'ici à ici. Les 15 autres secondes, on a pu lire d'ici à ici. Les 15 autres secondes d'ici à ici, etc., etc. Donc, à chaque fois qu'il y a cette lecture-là de données, il faut obligatoirement que Kafka sache là où elle s'est arrêtée. Kafka, ce n'est pas son travail de persister la position de lecture de chaque application ou de chaque client qui est abonné dans ces queues ou dans ces topics. C'est le travail des applications clientes de savoir où est-ce qu'elles sont persistées et de dire à Kafka à chaque fois où est-ce qu'elles se sont arrêtées. Oui. Et c'est là en fait la problématique parce que si vous ne faites pas ça, si vous ne dites pas à Kafka où est-ce que vous êtes arrêté, ben à chaque fois, Kafka va recommencer au début, va vous envoyer les données de la file depuis le début, à chaque fois, ce qui va créer des redondances, comme vous allez le voir dans le calcul des indicateurs. Donc c'est très important de comprendre ça, pour comprendre l'intérêt de la sémantique. Maintenant, en streaming, on va parler de sémantique, pas pour désigner ce que je vous ai expliqué là, mais pour désigner de façon globale le nombre d'événements que le système streaming peut lire. Le nombre de fois, pas le nombre d'événements, mais le nombre de fois qu'un système streaming peut lire un événement. L'idéal, c'est que le système streaming soit capable de lire un événement exactement une fois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en cas de panne, il faudrait que le système soit capable de ne pas relire la même donnée. Parce que lorsqu'il y a relecture d'une donnée d'un événement streaming, eh ben, ça peut provoquer des perturbations dans le calcul de l'indicateur. Nous allons le voir tout à l'heure. OK? Donc, c'est donc ça la sémantique de message. Et la sémantique, là, dépend fortement de la façon dont on gère l'offset. Ça dépend si on est capable de savoir à quel niveau on se situe dans la file. Si on peut savoir à quel niveau on se situe dans la file ici à chaque fois, alors on est dans une sémantique de livraison exactement une fois. Pourquoi? Ça veut dire que chaque événement pourra être envoyé une seule fois au système. Vous voyez? Chaque événement pourra être envoyé au système parce que en cas de panne, par exemple, tant que notre position, notre offset, la position de lecture est conservée, est persistée quelque part, on peut toujours lui dire rejoue à partir de la dernière position. Oui. Mais sans ça,
on est sur une lecture, on sera sur une sémantique au moins une fois. Ça veut dire que les données seront toujours au moins répétées une fois. Les événements seront en vos systèmes au moins une fois, sans ce jeton de reconnaissance ou sans cet offset. OK? Donc, c'est de ça, en fait, qu'il s'agit. Lorsqu'on gère l'offset, en fait, la façon dont on gère l'offset impacte la sémantique de notre application streaming. C'est ça que je voulais, c'est ça, en fait, qui est important de comprendre. Alors, si vous n'êtes pas dans la formation Big Data Streaming, moi, je peux vous recommander déjà pour mieux comprendre cela, de l'ouvrage Big Data Streaming, hein. Donc, voilà. Donc, c'est ça qu'il fallait comprendre à la base. Donc, ce que je vais vous montrer ici, c'est comment gérer l'offset. Lorsque vous savez gérer l'offset, vous avez le contrôle par défaut sur la sémantique de votre application ou alors sur la cohérence, le niveau de cohérence de votre application. C'est très, très, très important. Vraiment, c'est très important. Alors, j'ai mis des petites notes là. Donc, la propriété qui permet de gérer la sémantique de message à ce stade, vous savez, c'est enable.autocommit. Par défaut, il est à true. Si on est sur la première propriété ici, lorsqu'on est dans Kafka Utils ici, la sémantique est automatiquement à au moins une fois. Ça veut dire qu'on est sur enable autocommit égale true. On n'impose pas, du moins, on n'essaie pas de gérer, on n'essaie pas de conserver la position de lecture dans le log. Voilà un peu, on n'essaie pas. La gestion est automatiquement faite par Kafka. Je vais vous expliquer tout à l'heure quand on va gérer l'offset. Mais ici, il y a toujours une persistance de l'offset, mais c'est fait automatiquement. C'est fait automatiquement, on n'a pas le contrôle dessus. Vous allez voir les implications tout à l'heure. Donc, lorsque vous utilisez la deuxième méthode dans le for each RDD, vous devez manuellement gérer l'offset. Donc, vous devez gérer l'offset. Et pour gérer l'offset manuellement, vous devez définir la propriété dans le consumer streaming, vous devez le définir à false. Donc, quand vous définissez votre consommateur Kafka ici, vous lui passez des paramètres à un moment donné. Voyez, vous lui passez ces paramètres aussi, Kafka param, ici au consommateur. Donc, dans le Kafka param ici là, qui est dans get Kafka Spark Streaming param, get Kafka Spark Consumer param, vous devez définir à false la propriété enable auto commit. Ça, c'est la première chose. Une fois que vous avez fait ça, vous devez savoir comment gérer l'offset. C'est ça que je vais vous montrer. Bon, je vais pas expliquer la sémantique, la notion de sémantique ici. Ce que je vous ai expliqué là suffit. Si vous avez suivi la formation Big Data Streaming ou si vous suivez la formation Big Data Streaming, c'est quelque chose que vous connaissez. Donc, il y a 3 façons de gérer l'offset. Je vais vous expliquer les 3 façons déjà ici, théoriquement. Gérer l'offset signifie quoi? Gérer l'offset signifie décider où est-ce que l'offset sera persisté. Le terme persister, lorsqu'on dit en informatique qu'une donnée est persistée, ça veut dire qu'il est enregistré de façon durable sur un disque qui persiste la donnée même après coupure d'électricité. Ça veut dire par exemple sur un disque dur ou sur une base de données qui exploite un disque dur. Dans tous les cas de figure, ça veut dire que la donnée n'est pas enregistrée en mémoire. Parce que le problème de la mémoire vive, c'est que en cas de panne, elle perd toutes ses données. Vous voyez, c'est pourquoi on utilise le terme persistance pour différencier ce stockage, le stockage en disque dur, du stockage en mémoire. Donc, lorsqu'on dit gérer l'offset, on est en train de dire en fait gérer la position de lecture des données, la position de lecture de votre application de la queue. Ok? Donc, techniquement, il y a 3 façons. C'est-à-dire que conceptuellement, il y a 3 façons de gérer l'offset, donc de persister l'offset. La première façon, c'est de gérer les états. On appelle ça aussi les états. Alors, les états, ce sont les calculs intermédiaires qu'il y a dans une application. Ça affecte également la sémantique, mais bon, ce n'est pas le point ici. C'est pas le point de ce cours. Donc, la première technique, c'est de stocker les données en mémoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre application embarque une base de données in memory, par exemple comme RockDB,
ou une base de données in memory, vous voyez. Donc, vous embarquez un système de stockage in memory dans chaque instance de votre application de consommation de données streaming. Et maintenant, à chaque fois que vous lisez l'offset, vous enregistrez l'offset dans cette dans cette instance in memory là. Et comme ça, vous avez votre application qui a une sémantique exactement une fois. Le problème avec cette technique, c'est que le stockage est in memory. Par exemple, avec Spark Streaming, les données sont enregistrées dans des RDD, comme vous le savez déjà. Le problème, c'est que les RDD, c'est ça. Les RDD, bien que ce soit des jeux de données, ils ont pour stockage la mémoire. Et donc, cela signifie qu'en cas de perte, en cas de panne, par exemple, toutes les données qui y sont enregistrées sont perdues. Donc, les RDD ne sont pas le meilleur plan pour stocker la mémoire. Les RDD font un peu office de instance de mémoire dans Spark Streaming. Okay. Ça fait un peu office d'instance de stockage in memory. Mais comme toute instance de stockage in memory, elles perdent leurs données s'il y a une coupure de courant. OK? Ou s'il y a, je sais pas moi, un bug qui fait que l'application redémarre. Ce qui fait que le RDD, c'est pas le premier choix, c'est pas le bon choix. Du moins, le stockage in memory, c'est pas le bon choix. Le deuxième stockage, c'est la deuxième option pour gérer les offsets. C'est une base de données centralisée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque instance de votre application de consommation de données va d'abord enregistrer l'offset en mémoire. Ensuite, à un moment donné, il va le pousser dans une base de données centralisée qui est acide. C'est très important. Il faut que la base de données distante, là, centralisée, que pas de base de données ici, c'est une base de données qui est séparée de votre application. Donc, c'est une base de données distante, en fait, que vous appelez depuis votre application. OK? Comme ça, en cas de panne, l'offset, la position est enregistrée ici. Et donc, lorsqu'on va reprendre l'application, donc lorsque les applications vont reprendre après la panne, ils pourront venir ici, lire l'offset. Donc, quand ils vont lire l'offset ici, ils sauront donc où est-ce qu'ils s'étaient arrêtés avant la panne. Vous voyez, ça c'est la deuxième option. Mais ici, il faut que la base de données soit acide, ACID. J'ai déjà parlé de la notion d'acide là, dans Big Data Streaming. Qu'on fait l'ouvrage Big Data Streaming pour mieux comprendre l'importance de l'acidité de la base de données. Ça, c'est la deuxième option. La troisième option, c'est d'utiliser une queue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que une fois que vous enregistrez vos données, du moins la position de l'offset, une fois que vous avez l'offset en mémoire, vous le persistez dans le log ou bien dans la queue. Par exemple, si vous utilisez Kafka, vous enregistrez dans un autre topic l'offset. C'est ce que ça veut dire. Alors, je vais voir si j'ai un exemple, si j'ai ça quelque part ici. Voilà, c'est ça. Ça veut dire que voici Kafka, par exemple, comme ce qu'on développe là. J'ai Kafka, j'ai le topic des données. Je récupère les données et quand je récupère les données, il m'envoie un JSON. Lorsqu'il m'envoie un JSON, moi, je fais mes calculs dans mon data frame et tout ça. J'ai le RDD ici. Dans le RDD, je connais la position, j'ai les offsets. Je peux récupérer les offsets ou du moins les métadonnées, des données que j'ai reçues. Et dans cet offset-là, à la fin, quand j'ai fini mon traitement, je renvoie l'offset, je le persiste dans un autre topic de Kafka. Comme ça, si jamais je suis down ou même si Kafka est down, on connaît toujours le dernier offset qu'on a enregistré ici. Donc, on peut toujours réinitialiser le système grâce à l'offset. Du moins, lorsqu'on relance, l'avantage à la différence de la base de données, c'est que l'application streaming n'a pas à aller lire l'offset. Kafka, en fait, dans ce cas de figure, sait déjà à quel niveau vous vous êtes arrêté. Parce qu'en fait, dans l'API Kafka et Spark Streaming, ils ont en fait prévu cela. Donc, quand vous utilisez une certaine méthode, ce que je vais vous montrer là, Kafka sait que voici le topic, si c'est un topic qui contient les offsets. Et donc, il va directement chercher l'offset là-bas pour vous envoyer les données correspondantes. OK. Donc, 3 options pour gérer les offsets. Première option, une instance de base de données in memory. Deuxième option,
une base de données acide, distante et troisième option, une queue. Du moins, une queue ou un lock, comme Kafka. Okay. Ce sont ces trois options que je vais vous montrer dans ce cours. C'est de ça, en fait, qu'il est question de toute façon. Peu importe, hein, que vous utilisez Kafka, que vous utilisez Spark Streaming, que vous utilisez Flink, que vous utilisez Kafka Stream, que vous utilisez n'importe quelle autre API pour développer vos applications streaming. Chaque fois qu'il faudra gérer la sémantique ou les offsets de l'offset, vous aurez toujours à choisir entre ces trois options-là. OK? Donc, c'est ça que moi, je vais vous apprendre à faire ici dans Spark Streaming.